Bien, bien, écoutez, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Mathieu Andrian va nous présenter le cas dont le titre peut paraître assez banal, une patiente obèse qui tombe. Ça arrive quand même assez régulièrement, mais on va voir ici pourquoi elle est tombée. Mathieu, tu as la parole. Donc effectivement, une dame qui arrive aux urgences pour une chute, elle a une surcharge pondérale, elle a 57 ans. Donc au premier jour d'hospitalisation aux urgences, l'histoire rapporte qu'en sortant de son domicile, la patiente fait une chute au pas de sa porte et se cogne la tête. Elle habite avec son père, elle a les maux de tête incitent son père à appeler le médecin traitant, et puis le médecin traitant appellera le SMUR et la patiente arrive aux urgences. Aux urgences, elle rapporte des céphalées frontales. Elle a des paramètres normaux, comme vous pouvez le voir, mais on décrit qu'elle est agitée, qu'elle cherche ses mots, notamment en français. Alors, la langue maternelle de la patiente, c'est le néerlandais, mais elle parle quand même bien français. On constate une surcharge pondérale et le reste de l'examen physique décrit à ce moment-là est normal. On lui fait aux urgences un CT scanner à blanc cérébral qui est décrit comme ne comportant pas de lésion aiguë, où il y a peut-être une dilatation du système ventriculaire supratentoriel, des espaces arachnoïdiens un peu élargis sur une légère atrophie. Alors, dans ses antécédents et ses habitudes, elle a un diabète de type 2 connu quand même depuis plus de 20 ans. D'autres facteurs de risque cardiovasculaire, elle a une hypertension artérielle, une dyslipidémie. En 2008, à la suite d'une cellulite au membre inférieur sur une plaie, elle fera une thrombose veineuse profonde. On lui donnera du Syntron. Et en 2010, elle refait la même chose. Et à ce moment-là, il passe du Syntron au Marcumar. La patiente ne boit pas et ne fume pas. Non, elle était restée dans la même région du pays. Oui, Oui. Non, parce que Saint-Tron, c'est très wallon, hein. Alors que le Marcoubar, c'est très flambe. c'est plutôt Flandre. Enfin, très wallon. Je sais pas, à part la Belgique, je sais pas très bien qui prescrit du Saint-Tron. Alors, une des raisons de changer, c'est éventuellement s'il y avait une instabilité sous Saint-Tron, comme le Marcoubar a une demi-vie plus longue. Il y a des gens qui sont mieux équilibrés avec du Marcoubar plutôt qu'avec une molécule à courte durée d'action et puis qui va et qui vient. Je ne sais pas dire si elle était équilibrée, mais ce qu'ils se sont dit, à mon avis, c'est qu'elle refaisait à 2 ans d'intervalle un nouvel Ouais, épisode. ok. Dans son traitement, on trouve du semaglutide, le Ribelsus. Donc, c'est un analogue de GLP-1 euh, par voie orale. Et la patiente a pas mal de choses à dire sur ce traitement. Donc, elle a commencé à 3 milligrammes, puis augmenté à 7 milligrammes, et elle dit qu'elle ne le tolérait pas bien, qu'elle voulait en parler à son endocrinologue, entre autres que ça lui donnait des maux de tête et une vision un peu trouble parfois. Elle était retournée à la dose de 3 milligrammes vu qu'elle le tolérait peu. Elle a de la metformine à petite dose, le Marcumar, un antihypertenseur, un anticholestérol et un bêta-bloquant. Au deuxième jour, là, elle est en salle de médecine. Moi, je la vois à ce moment-là avec une de nos assistantes. Donc, elle décrit des céphalées en casque non pulsatiles, permanentes, qui étaient plus fortes au réveil la veille, mais elle explique clairement qu'elle est habituée aux céphalées, qu'elle a l'impression que c'est depuis plusieurs semaines maintenant, depuis la prise de Ribelsus, avec un flou visuel. Comme je vous le dis, elle voulait voir son endocrinologue pour ça et elle avait diminué sa dose. Il y a une notion de pic de fièvre quelques jours avant l'admission. Elle nous redit qu'en sortant l'après-midi de chez elle, tout d'un coup, elle se sent pas bien à sa porte, elle perd l'équilibre, elle tombe, elle se cogne. Et quand on l'examine, effectivement, la- on voit bien qu'elle est angoissée, inquiète. Elle explique qu'elle est mal à l'aise vis-à-vis de sa famille, qu'elle doit s'occuper de son père et qu'elle craint que ses sœurs ne lui en veuillent. Et en français, effectivement, elle cherche ces mots.
L'assistante avec qui j'étais à ce moment-là était parfaite bilingue. Et donc, par contre, en néerlandais, ça se passe bien. À l'examen physique, à ce moment-là, elle a des paramètres normaux, mais on voit bien, elle est inquiète, émotive, angoissée. Notre examen neurologique est normal, elle sait écrire, compter, elle n'est pas désorientée, elle sait On, répéter les mots. on fait un petit tour de piste maintenant, mais tu Un prévu un tout peu petit plus peu tard? plus tard. D'accord. OK. Et en fait, après ce jour, ça c'est un vendredi, moi je pars en vacances. Et puis donc, elle sera suivie par d'autres. Alors, attends. On lui fait un labo quand même. Oui, oui, attends. Donc, ce jour-là, elle a une échographie cardiaque, au cas où c'est quelque chose de cardiovasculaire ou quoi, qui aurait fait qu'elle avait fait une syncope, qui est normale. Il y a un frottis SARS-CoV-2 qui est négatif. Mhm. Ça, c'est sa prise de sang. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a la coagulation avec un INR augmenté, c'est sans doute le Marcoumark. Une mini hyponatrémie, mais en plus, si on la corrige pour sa glycémie, on est vraiment quasiment à la normale. Un phosphore un peu bas et 6,8 de CRP. Et au troisième jour, je ne suis plus là. Elle a 38 de température. Elle est vraiment anxieuse. Elle pleure tout le Ça, temps, j'ai peur parce que apparemment. tu n'es plus là. Très angoissée. OK. C'est l'effet que je fais souvent en partant. Il y a une amie qui était passée dans le service et qui aurait dit que la patiente ne parlait pas comme d'habitude. Et la nuit qui vient de passer, elle a vomi. Donc cette fois-ci, on lui fait un angio-CT cérébral. Et donc là, ils décrivent une hypodensité temporale gauche qui s'était déjà légèrement visible en fait au scanner d'avant. C'est ça. Et c'est décrit comme une plage séquelaire semi-récente en première hypothèse. Il n'y a pas de stop artériel, mais elle a quand même une athéromatose à l'angio-CT des vaisseaux à destinée encéphalique. Et donc, AVC temporal gauche, on prescrit aspirine et clopidogrel. Alors, Ah, c'est maintenant que ça se passe. à quoi pensez-vous? J'ai mis des suggestions, si vous voulez. Ah, Euh, tu connais? Le fait d'avoir fait deux thromboses à quelques années d'intervalle peut impliquer de faire un bilan de thrombophilie éventuellement. oui. Par exemple, elle pourrait faire une thrombose veineuse cérébrale sur une thrombophilie. Why not? Est-ce qu'elle avait été injectée? Surtout le scanner, Ah oui, l'angio-CT, le scanner fait plus penser à une thrombose veineuse. ceci, c'est injecté. Qu'est-ce qu'il dit, Olivier? L'hypodensité progressive fait plus penser à une thrombose veineuse qu'à quelque chose D'artériel. d'artériel. Et la symptomatologie qui est progressive aussi. Oui. Alors que si c'est artériel, bah, c'est brutal. OK. Ben, le point aussi du point de vue anamnestique est intéressant parce qu'en première intention, on a une dame qui tombe, question de la tête, évoquée, elle n'a pas fait un hématome sous-dural, etc. Mais en fait, quand on voit l'histoire telle que tu le reprends, en fait, elle tombe et elle avait déjà des petits trucs avant de tomber, quoi. Donc, c'est pas sa chute qui va être responsable. C'est flou. Voilà. Il y a un flou quand même, notamment visuel. Ouais, peut-être un flou au niveau de l'anamnèse, mais enfin, qui est quand même important dans des circonstances comme celle-ci, de savoir est-ce qu'il y avait quelque chose déjà avant qui se préparait. C'était très flou, cette patiente, parce qu'elle était anosognosique, elle était incapable d'expliquer les choses. Et ici, c'est par recoupement que tu y arrives, mais en live, c'était beaucoup moins net. Mais Dominique, il va voir la patiente, hein. Le Et en samedi fait, matin. tu arrives un peu après, je Oui. pense. OK. Donc, donc, on doit choisir un AVC temporal gauche, mais on vient d'en discuter. Bon, une artérite à cellules géantes, bon, pas de syndrome inflammatoire, ça se passe un peu trop rapidement pour ça. Une intoxication au CO, un abcès d'hystéria. Bah, une hystériose, ça peut quand même prendre quand même, peut-être pas un abcès, mais autrement, dans cette situation-là, on n'aurait pas dû faire une PL quand même. On sait quand il y a quelque chose de flou avec des troubles neurologiques, on va arriver à la PL. OK, Mais d'accord. l'abcès à l'hystéria, moi je dirais plutôt, l'hystériose, c'est vraiment une rhomboencéphalite. C'est vraiment une atteinte prédominante du tronc cérébral. C'est très caractéristique.
Et puis après, bon, il y a c'est disséminé, mais je ne mettrais pas ça en pré-diagnostic. Et sans syndrome inflammatoire, en plus. Elle n'a aucun syndrome inflammatoire. Or, ce qui se passe, c'est aigu ici, c'est quand même aigu. Donc, Oui. Enfin, il faut se méfier hein, de l'absence de syndrome inflammatoire. On va avoir beaucoup d'exemples où on s'attendrait à ce qu'il y ait, et puis qu'il n'y a pas, et que c'était quand même. Voilà. Non, parce que tu dis absence de syndrome inflammatoire, donc tu écartes tout problème infectieux. non, je n'ai pas de problème infectieux, mais disons que je ne mets pas les diagnostics infectieux en tête de liste. Et Brigitte, l'histoire de vasoconstriction la cérébrale sur agoniste GLP-1 avec des maux de tête ou quoi, on voit ça dans les intolérances, surtout digestives, plutôt les intolérances à ces médicaments, autre chose. Oui, ben, elle avait apparemment des intolérances. Maintenant, le syndrome de vasoconstriction cérébrale, c'est excessivement rare. Il me semble que c'est quelque chose de plus aigu peut-être que ce qu'il y a ici aussi. Mhm. C'est plutôt postérieur. L'hypodensité serait plutôt postérieure, hein. Donc, en fait, à l'IRM, alors, on a un édème vasogénique postérieur dans la région occipitale. Ok. Plutôt. Bon, donc finalement, il y a sept propositions. Ah oui. Et donc, il y a sept propositions, et la dernière, c'est autre. Non, mais je voulais simplement faire une petite remarque par la PL ne peut pas être faite parce qu'elle a des anticoagulants, de toute façon. Oui, c'est juste. Elle a même une triple. Non, on y va quand même fort, hein. Elle a quand même une triple anticoagulation. On lui a laissé son Marcumar, elle a du clopidogrel et de l'Azaflo. Voilà, c'est du solide, hein. Bon, remarque, commentaire. Attends. Au niveau moi, j'ai pas vu son ECG ou son Holter ou un truc comme ça. Son ECG était normal. Elle a Le eu une écho cœur, Holter, on a fait un ETO pour comme voir si tu elle le fait un vois, truc. n'était pas Enfin, très après, important, bien mais de Marcumar, clopidogrel et aspirine, ce serait quand même vraiment vache, mais OK. OK. On continue, Mathieu. et donc un jour passe, on est au J4, euh, devient quand même somnolente, mais décrite comme facilement éveillable. Elle a des troubles de la compréhension et une stéréotypie verbale. Le soir, elle fait 38,2. 2 jours passent, on est au jour 5. Le soir, elle fait 39,5. Elle a toujours des troubles phasiques. Elle utilise un jargon, elle a une mauvaise compréhension, stéréotypie. Elle est tombée dans la journée. Il n'y a pas de déficit moteur net. Et puis 3 jours passent, on est au J6. Elle convulse. Elle fait une crise partielle. Et donc l'EEG ce jour-là décrit un tracé très nettement asymétrique avec au niveau de l'hémisphère gauche une activité ample, θ irrégulière, peut-être que Dominique pourra commenter, contenant des éléments épileptiformes isolés de type pointe ou onde triphasique. Et donc elle a une souffrance hémisphérique gauche avec présence d'activité épileptiforme intermittente. Donc maintenant vous pensez à quoi? Encéphalite? Encéphalite? Tout le monde d'accord avec l'encéphalite? Avec une CRP à combien? À 6 là? Ça vous dérange pas? Non, ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. OK. À donner donc de la cyclovir IV à la dose de 10 à 15 mg kilo par 8 heures à perfuser en 1 heure. Donc, sa fonction lombaire montre une pléocytose lymphocytaire, 192 éléments nucléés. Elle a 5,10 g de protéines Orashi, un acide lactique un peu élevé, un chlore un peu élevé. Le direct est normal, il y a un contaminant par un staphylocoque. Et donc, sa PCR sera positive pour le HSV1 herpès simplex 1. Donc, Et donc, donc, en se faisant effectivement l'avocat du diable, parce qu'après, c'est toujours simple, hein. On a un truc neuro qu'on ne comprend pas, il y a de la fièvre, et on voit un truc dans le lobe temporal, en avant, acyclovir, J1, quoi. Non? Non. OK. Bon. Donc, Alors, Mathieu. elle a une IRM, on voit nettement mieux la lésion.
Importante plage hyper intense en T2, temporale gauche qui fait 5 fois 6 fois 4 cm. Là, pour eux, ça évoque une encéphalite herpétique. Pas d'abcès, pas d'effet de masse, rehaussement méningé avoisinant. La fosse postérieure est normale. Donc, un jour ou le lendemain, je pense, elle doit. Donc, la cyclovire est débutée. Le lendemain ou le surlendemain, elle doit aller à l'USI. Elle sera. Ici, je vous fais un résumé court de son évolution. Elle devrait être intubée. Elle développe une encéphalopathie sévère, une hypertension intracrânienne. Au 10e jour, un neurochirurgien va devoir faire et une craniectomie, pardon, et une lobectomie temporale. Elle sortira de l'USI après 2 mois de séjour d'USI. Elle sortira de l'hôpital après 3 mois d'hospitalisation. Actuellement, elle est en revalidation. J'ai appris ce matin. Donc, on est à 5 mois après l'hospitalisation aux urgences. Et là-bas, il trouve quand même qu'il y a un petit mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle garde des troubles phasiques, mais ça va à rien mieux. Mais vous voyez que leur plan, ça va quand même être de la placer. Elle va devoir aller en MRS. Et donc, ils décrivent qu'elle a une sorte de comportement un peu infantile. Par exemple, elle se déplace en chaise, alors qu'en fait, elle sait marcher, mais comme un peu si elle jouait avec ça. Elle s'est remangée de façon autonome. Voilà ce qu'ils ont pu me dire. Donc, pourquoi ce cas? Parce que c'est pas une maladie exceptionnelle, mais en fait, moi, c'est la deuxième fois que j'en voyais une. La première fois, c'était pas moi qui avais fait le diagnostic, je reprenais au décours la prise en charge. C'est quand même pas si fréquent. Et en fait, je pensais pas du tout que c'était un piège diagnostique. Moi, je pensais que les patients arrivaient aux urgences en encéphalopathie, avec des troubles de la vigilance. Euh, donc, je vous dis que quand je l'ai vu au 2e jour, je n'y ai pas pensé. Le diagnostic est fait au J6. A posteriori, c'est effectivement beaucoup plus facile, mais on pouvait sans doute y penser. C'est une pathologie très grave. Et donc, je me demandais comment faire pour ne plus se faire piéger s'il y a moyen. Une des premières remarques quand même, c'est que quand on voit l'angiocété cérébrale, il conclut à un AVC et on peut se dire qu'ils ne font pas de diagnostic différent. Pour se faire piéger, en principe, dans la neurologie moderne, on ne se fait plus piéger pour une encéphalopathie herpétique dans la mesure C'est une où IRM. on dispose d'une IRM dans les 24 heures. De Anne Peretz. Pourquoi les images sont en faveur d'une encéphalite herpétique? Point d'interrogation. D'abord, parce que je pense que c'est temporal. Ensuite, parce que ça prend pas le contraste. Et alors, enfin, il y a un liseré cortical. Je pense que ça ne se voit pas vraiment dans d'autres choses non plus. Dominique? Et puis, ce n'est pas un territoire vasculaire. Ouais. C'est la première chose. Donc, en fait, une lésion temporale édémateuse, très inflammatoire et qui ne correspond pas à un territoire artériel, bah, et sans évidence de thrombose veineuse, bah, c'est une encéphalite, jusqu'à preuve du contraire. Bien, le point aussi, tu soulignais l'importance de l'IRM, mais le point aussi, c'est qu'elle était triplement enfin, elle était anticoagulée. Sinon, on aurait eu la ponction lombaire quand même beaucoup plus rapide. On aurait vu des lymphos, plus quelque chose de trouble au niveau voilà, du lobe temporal. Et je pense qu'on aurait sauté là-dessus plus tôt, non? Le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'IRM. Je pense qu'il aurait fallu avoir l'IRM dans les 48 heures de la mission. Voilà, point terminé. Que ce soit a été faite sous anticoagulant. Oui, oui. Oui. Oui, parce que bon, à partir de ce moment-là, ça devient la médecine de guerre. Hein, donc, on voit ce qui se passe et puis on y va et puis on voit ce qui se passera. Et j'ai rien fait. Oui, parfait. Donc, elle n'a pas d'IRM, clairement, c'est sans doute pas comme ça dans d'autres hôpitaux, mais ils lui font un angiocété, et je trouve que le diagnostic différentiel est trop court, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Ils disent c'est un AVC, alors que on peut voir qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner des atteintes temporales. Dans ce tableau ici, repris d'une étude rétrospective, avec en un l'herpès, mais on peut trouver des choses comme des tumeurs, mais l'asthme, ça c'est encore plus rare. Et puis c'est pas forcément aigu ou subaigu. Donc c'est une maladie mitochondriale, des démences, et il y a les encéphalites limbiques qui sont sûrement dans le diagnostic différentiel, donc les encéphalites auto-immunes.
Et effectivement, comme vient de le dire Dominique, je pense que j'ai pas trouvé de papier qui montrait ça clairement, mais une atteinte isolée pour une atteinte vasculaire du lobe temporal, je pense il faut atteindre des vaisseaux de la circulation postérieure. Et en général, je crois qu'il y a éventuellement le lobe occipital ou une atteinte thalamique avec. Ouais. Et donc, ce que j'ai fini par me dire en regardant le cas, c'est une des choses qui rend quand même ce cas difficile, c'est qu'en fait, donc, ça touche le lobe temporal et c'est un lobe qui entraîne une sémiologie assez complexe. Ici, sur le site du Collège des enseignants de neurologie de France, ils disent ça. Effectivement, le syndrome temporal, c'est une sémiologie complexe. On peut avoir une aphasie de Wernicke, ça tout le monde connaît, mais quand on en voit une vraie, ça c'est plus facile, mais ici, c'était pas le cas. Des agnosies, des guadrantanopsies si on touche l'intérieur, de la confusion, des états dépressifs, une amnésie et des crises d'épilepsie qui sont elles aussi, je pense, pièges, pas évidentes. Ça peut être des gens qui entendent des sons ou des airs de musique ou d'autres choses un peu inhabituelles. Donc, quelques généralités quand même. Donc, c'est la première cause d'encéphalite sporadique dans le monde. Ça touche tous les groupes d'âge, à l'exception de la période néonatale où c'est plus l'HSV2. Et donc, c'est surtout les adultes. C'est pas fréquent. Par exemple, une étude suédoise qui est mentionnée dans UpToDate, c'est 2,2 par million par an. Quand il n'y avait pas de traitement, c'était près de 80% de décès. Et il y a quand même énormément de gens qui gardent une séquelle au terme du traitement, puisque c'est environ, je pense, un tiers seulement des gens qui sortent indemnes. Donc j'ai cherché, c'est ce qui m'intéressait le plus, donc à revoir la sémiologie, qu'est-ce qu'ils disent dans UpToDate. Donc typiquement, ce sont des gens avec un état de mental altéré, mais ça c'est encore trouble, enfin flou, ou un état de vigilance. Moi je vous disais, je pensais que la prochaine fois que je verrais une encéphalite herpétique, personne serait à moitié dans le coma. Fièvre, convulsions, évidemment, des déficits neurologiques qui s'installent sur moins d'une semaine. Les nerfs crâniens peuvent être atteints, hémiparésie, dysplasie, aphasie, ataxie. Apparemment, il peut y avoir de l'incontinence urinaire ou fécale, une méningite aseptique associée. Avoir le rash ou les lésions muqueuses buccales, c'est très rare. Il y aurait quelques cas de Guillain-Barré décrits. Et puis plus tard dans l'évolution, euh, les gens peuvent effectivement avoir des troubles de l'émotion et des amnésies. On décrit par exemple, c'est toujours dans UpToDate, une hypomanie suite à l'atteinte du système limbique. Donc on va avoir des gens qui ont une humeur absorbée dans un tableau psychiatrique, de l'agitation, perte de sommeil, une surestime de soi, une hypersexualité. Apparemment, il y a des cas de syndrome de Clever-Bussy décrits. Ça, c'était ce qu'on observait notamment chez des macaques à qui on faisait une lobectomie temporale. Donc, c'est dû à une lésion temporale et limbique. Il y a entre autres donc des troubles du comportement comme la perte de la colère, la perte de la réponse à la peur et l'augmentation de l'activité sexuelle. C'est quand même toutes des choses où il faut éventuellement, s'il n'y a pas de fièvre ou autre, avoir un gros degré de suspicion avant de se dire que c'est une encéphalite. Donc, c'est un piège diagnostique et il y a de la littérature là-dessus. Par exemple, donc, euh, une étude rétrospective canadienne de 2012 qui essaie de voir pourquoi on est parfois face à un délai avant l'initiation du traitement paracyclovir. Sur 7 hôpitaux entre 2004 et 2009, ils ont fini par faire une cohorte de 77 patients. Pour être inclus, il fallait donc fièvre, céphalée et altération de la conscience aux signes focaux. Ils avaient déjà exclu les autres microbes bactériens ou parasitaires. La médiane était de 56 ans, dont grosso modo la moitié d'hommes. Donc il n'y a pas de prédominance, et ça c'est rapporté dans d'autres papiers aussi, hommes-femmes. Il y a notamment pas de plus de cas en fonction de la saison. Et en général, ils ont vers 50 ans. Donc, ils avaient au final 13 cas d'encéphalite à herpès simplex type 1 prouvés par PCR. Et puis, ils avaient, pour faire l'accord de 67, 64 autres cas d'encéphalite virale, mais non liés à l'herpès simplex.
qu'est-ce qu'il y avait dans ces autres cas? 44 cas qui avaient une PCR négative, 7 cas qui avaient une PCR qui n'avait pas été faite, mais chez qui ils avaient trouvé d'autres virus, par exemple West Nile, EBV, CMV. Et puis il restait 13 cas où la PCR n'avait pas été faite et les cas n'étaient pas identifiés. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les 13 cas ici. Et donc, parmi ces 13 cas, il y en a 11 qu'ils vont définir comme ayant une administration retardée d'aciclovir, mais ça veut dire au-delà de 6 heures après l'admission aux urgences. Parmi ces 11 patients, il y en a 9 qui sont quand même vus dans les 90 minutes aux urgences. En général, il y a un délai de 7 heures avant de faire une PL, et ça va de 2 à 61 heures. 10 de ces 11 patients auront une IRM mais c'est à chaque fois après le début de la cyclovir. Euh, il n'y a qu'une exception. Au final, ces 11 patients auront tous de la cyclovir et le délai moyen avant l'administration de la cyclovir, c'est 11 heures, mais vous voyez que ça va de 3 à 118 heures. Donc, 7 cas sur ces 13 patients. Oui, ont eu leur acyclovir en déant les 12 heures et 2 les avaient eu en déant les 6 heures seulement. Donc ça, c'est les figures qui vont avec. Et vous voyez qu'en fait, la PL, c'est une des conclusions de leur travail, prend une place énorme avant de décider si oui ou non on traite. Vous avez ici les 13 patients. Il n'y en a que un qui avait eu son acyclovir 4 heures avant la PL, deux qui l'ont eu en même temps que la PL, et puis le reste, ça vient plusieurs heures après la réalisation de la ponction lombaire. Euh, et ce tableau-ci pour expliquer que donc on retrouve nos 13 patients et nos 13 patients là dans les 6 premières heures et puis dans les 12 premières heures. Au début, ils ont 7 patients sur les 13 dont le diagnostic d'encéphalite n'est même pas considéré et 4 dont il s'est considéré. Il y en a 4 chez qui le diagnostic d'encéphalite est évoqué, mais on ne leur donne pas la cyclovir. 2 qui reçoivent la cyclovir en déant les 6 heures, c'est celui-là et un de ceux-là. Et donc au total 13. Et puis les heures passant, la situation va changer et 7 finiront par avoir de la cyclovir, mais il y en a toujours 4 qui n'auront pas de diagnostic d'encéphalite considéré. 10 des patients reçoivent donc la cyclovir après l'APL. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'évoque pas le diagnostic d'encéphalite herpétique? En fait, soit on pense qu'ils ont une méningite virale ou bactérienne, une infection urinaire, ou alors il n'y avait pas de diagnostic précis dans le dossier. Et ils ont essayé de regarder pourquoi finalement les patients finissaient par recevoir la cyclovir. Donc sur les 11 cas qui ne les avaient pas eu dans les 6 heures, c'est au moment où le patient est transféré dans un autre service, soit il quitte les urgences, soit il quitte un service de salle pour aller à l'USI, soit il quitte pour aller dans un autre hôpital. 2 des cas, c'est suite à l'avis d'un infectiologue. Un cas a apparemment été récupéré parce qu'il y avait une pléocytose à l'analyse du LCR. Et 2 cas ont été récupérés suite au résultat d'imagerie, une IRM, un scanner. Le patient qui avait eu une IRM, c'est un patient qui avait en fait une cellularité normale dans le LCR et il a dû attendre 118 heures avant d'avoir la cyclovir, il est décédé. Donc, cette PL, en pratique, semble avoir un rôle important pour choisir ou non d'initier le traitement. Donc en général, qu'est-ce qu'on trouve comme PL dans une encéphalite herpétique? C'est une ancienne étude rétrospective des années 90, une hyperprotéinorachie modérée, une hypercytose lymphocytaire, souvent faiblement hémorragique et une glycorachie normale. Et donc, plusieurs travaux avaient mesuré la performance de la PCR-HSV. Donc, on trouve pour la PCR, on trouve de bons chiffres. Une étude, 2 études.
une sensibilité de 98%, une spécificité de 94%. Ici aussi, de très bons chiffres. Et il faut garder en tête qu'il peut y avoir des faux négatifs dans le ou les 2 premiers jours d'évolution, je pense, de la PCR, et qui amène parfois à devoir refaire une PCR et une PL. Oui, mais excuse-moi. Non, non, non. Mais alors, je suppose que dans ce cas-là, le LCR n'est déjà pas normal. Peut-être que dans les 2 premiers jours, que Ouais. tu peux Mais avoir une PCR négative, mais à mon avis, tu dois déjà avoir soit une hyperleucocytose de oui, la tout à fait. lymphocyté ou des choses comme ça, Oui, c'est vraiment les performances de la de PCR. la PCR pure. Attends, on n'a pas entendu. C'est d'abord une multiple. Pardon. Ouais, je demandais si la PCR réalisée sur le LCR était une multiplex d'abord ou pas. Parce que moi, les 2 encéphalite herpétiques à HSV1 que j'ai eu étaient PCR multiplex négative. Mais vu la haute suspicion, on a fait la PCR spécifique et la PCR spécifique dans les 2 cas était Et donc, c'est la même chose positive. ici. Ouais. La première demande que tu vas faire au labo, ils vont faire une multiplex. Et donc, si tu penses qu'il y a un problème de sensibilité, il faut demander la PCR. Ça veut dire que le multiplex est moins sensible Oui. que la PCR directe. OK. Que c'est une règle générale, je pense, pour les PCR quand c'est multipathogène, quoi. Et donc, c'est déjà pas forcément une maladie facile à laquelle c'est facile de penser, mais il y a quand même parfois des cas plus difficiles, des atypies, si vous voulez. Donc, ce travail est aussi une étude rétrospective de cas en Allemagne en 2018. 18 patients avec une encéphalite prouvée par PCR. Et donc, qu'est-ce qu'on voyait? 77% avaient seulement, moi je trouve, c'est toujours un pourcentage important de patients qui manquent, je trouve, avaient une altération de leur état mental, seulement 72 un déficit neurologique, seulement 72 de la fièvre, 38 de céphalie, c'est surprenant, je trouve. Et donc, ils avaient quand même 22% de leurs patients, donc ça fait 4 patients en fait sur les 18, qui avaient une cellularité normale. Je ne sais pas à quel moment exactement de l'histoire de la maladie des patients la PL a été faite, mais il y avait quand même une légère protéinorachie. Donc ça, je crois que c'est important. Sur ces patients qui avaient une cellularité normale, il y en avait 3 qui étaient dits immunosupprimés. 2 avaient un cancer et un était sous prednisone pour maladie immunitaire, mais je ne sais plus laquelle. Euh, Et clairement, ils voyaient que les patients qui avaient une cellularité normale, il y avait un délai d'initiation dans l'administration de la cyclovir et que leur pronostic était moins bon. C'était crâne à blanc initial normal dans 2 tiers des cas. Et il y a parfois des atteintes autres que le lobe temporal ou alors des atteintes bilatérales des lobes temporaux. Vous voyez ici, 94% ont quand même une atteinte temporale. Mais donc, ça veut dire des gens qui n'en ont pas. D'ailleurs, ils avaient un patient avec une atteinte sévère du tronc cérébral et un édème cérébral global. Mais donc, parfois, les lésions peuvent s'étendre, j'imagine, vers le frontal euh, ou autre. Il y a apparemment un patient sans aucune lésion à l'IRM. Tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce genre d'études, c'est que individuellement, tu as insisté fort justement là-dessus, individuellement, la sensibilité de chacun des éléments est, est trop faible. Et donc, ça veut dire que sur base d'un élément, on ne peut pas exclure le diagnostic. En revanche, si on se met dans une approche bayésienne, il serait intéressant de voir à partir de combien d'éléments, on va prendre les 4 premiers, donc quelqu'un qui n'a pas de modification d'état mental, qui n'a pas de déficit neuro, qui n'a pas de fièvre, qui n'a pas de maux de tête, de voir à ce moment-là, dans une approche bayésienne, quelle devient ta probabilité d'exclusion de la maladie. Et je trouve que ça vaudrait la peine de reprendre ce papier parce qu'il y a moyen de recalculer ça avec les rapports de vraisemblance pour chaque élément. Et puis on fait bouger le curseur, hein, comme dans toute approche bayésienne. On redémarre avec la probabilité a posteriori qui devient la probabilité a priori pour l'élément suivant.
et ainsi de suite. Et donc ça permettrait de dégager une sorte de score qui permettrait, sur base de quelques éléments, d'écarter le diagnostic d'encéphalite d'encéphalite herpétique. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses et on sera plus dans une situation où, pour un moment donné, écarter quand, on va dire, quand tout est normal finalement. Euh, et voilà. Et puis alors de voir quand même les diagnostics alternatifs. Mais c'est vrai que ceci est quand même interpellant, et notamment la cellularité normale. Enfin, il y avait quand même une légère protéinorachie, donc il faudrait dire, de toute façon, l'appel n'est pas strictement normal, quoi. Bon, il y a quand même quelque chose. OK. D'un autre côté, ne fût-ce que une petite probabilité, la question est pourquoi ne pas mettre d'office la cyclovir en attendant éventuellement de pouvoir faire un PCR lorsqu'il y a une probabilité d'encéphalie. Mais, mais alors, à ce sujet-là, je pense que l'analyse du LCR est vraiment très importante parce que si tu as une leucorachie importante avec 96% de neutrophils, tu vas pas mettre d'acyclovir. Sauf si tu as un tableau vraiment qui évoque une atteinte temporale pure. Mais je dirais que si dans ton LCR, tu as une hypoglycéranie franche, tu as plein de neutrophils, je pense que ce soit herpétique. Parce que sinon, tu vas Bah, donner de l'acyclovir à tout le monde. oui, mais éventuellement pendant un court moment, quoi. On peut se dire, voilà, on a accaparé. Certains l'ont fait, ils ont mis la cyclovir avant l'APL. Quelqu'un qui arrive avec un syndrome ménager et une confusion mentale ou quoi, ils ont de toute façon les trois, donc la roséphine, l'amoxicilline et la Ouais, cyclovir, pendant ouais, 24 ou ouais, 48 heures, le temps d'avoir le diagnostic. Mais ouais, ici, elle est arrivée sans fièvre. C'est pour ouais. ça. Oui, Je pense que si elle avait eu 38 aux oui, urgences, elle était partie avec son cyclovir d'emblée. oui. Sans fièvre et sans CRP. Donc, il n'y avait aucun élément inflammatoire ni clinique, mais voilà, mais ni clinique. Ouais. En plus, si elle arrive très tôt, sa CRP a bougé en cours de séjour? Parce que si on prend une CRP trop tôt, même avec, je sais pas, une septicémie d'origine urinaire, tu arrives 3 heures après les premiers frissons, ta CRP peut encore être normale. Hein. Donc, il faut quand même un Ouais, certain délai. ça, je sais pas. Oui, elle va monter, mais la patiente va à l'USI, donc elle va être cathétérisée, des sondes urinaires, une intubation, donc la CRP ne Ouais. montrera rien. OK. J'ai trouvé un autre papier que je trouvais très intéressant, c'est en fait euh, l'encéphalite à HSV1 qui est racontée par les patients et leurs proches au cours d'interviews faites par téléphone en général. Donc c'est aussi rétrospectif, mais il y a une partie prospective. Et une fois qu'ils s'en sont sortis. Et donc, c'est très intéressant à lire. C'est pas facile à rendre en plus, il reste, je pense, 12 minutes. C'est pas facile à rendre parce que je dois vous lire une vignette d'une personne qui parle de son histoire. Mais je vous conseille l'article. Et donc, il y a, par exemple, Stéphanie qui raconte toute son histoire. Et je vais plus le faire parce qu'on n'a pas assez le temps, mais vous voyez que les gens racontent qu'ils se sentent étranges, pas bien. Souvent dans les histoires, ils sont mal compris au départ. Les proches ont parfois à dire aux soignants ou à d'autres, à des médecins généralistes de ville, que ça va pas, que la personne n'est pas comme elle est d'habitude, même si on ne sait pas y mettre un nom clair dessus. Et une des conclusions de cet article, c'est que ce que pense ou la connaissance des individus atteints et de leur famille n'est pas à délaisser et que ça a un rôle crucial dans le diagnostic et la prise en charge et la décision thérapeutique quand on est face aux patients. D'une façon générale, cet élément-là, tu le retrouves également chez les pédiatres avec des nouveau-nés, où l'impression des parents par rapport à une infection sérieuse est prise en considération comme élément dans le diagnostic et qui force la décision dans un sens. Donc, oui, c'est intéressant ce que tu...
Et c'est C'est peut-être mentionné. pas que le cas d'encéphalite, parce que je pense que par exemple, les syndromes de Guillain-Barré peuvent être pris pour des fous ou des simulateurs au départ. Ben, c'est pour ça que ça s'appelait au départ la neuropsychiatrie, hein, Dominique. Et donc, au final, le piège de notre cas, c'est que au départ, l'aphasie, on n'a pas mis un nom. Moi, j'ai pas mis de nom j'ai pas mis aphasie comme nom sur les signes de cette personne quand je l'ai vu. Il a fallu attendre que Jonathan vienne au troisième jour pour dire il y a une aphasie probable. Euh, il y a le fait pourquoi je me suis fait piéger aussi, moi j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, elle avait des explications pour certains de ces signes. Donc elle expliquait clairement que les céphalées, elle en souffrait depuis un certain temps maintenant et qu'elle disait que c'était le ribelsus. Et l'émotivité, elle nous disait vraiment, je ne me sens pas bien vis-à-vis de ma famille. Mais si ça se trouve, ça fait quand même partie de l'encéphalite elle-même. Mais elle disait, je délaisse mon père, mes sœurs vont m'en vouloir, ça ne va pas, il faut que je sorte. Elle nous demandait à sortir au deuxième jour. Et donc, moi, je ne savais pas évoquer le diagnostic. Je trouve que le diagnostic différentiel, mais il n'y en a pas au niveau radiologique au moment de l'angio-CT, c'est dommage. Il fallait sans doute élargir. Et à mon avis, ça a dû poser un problème. Peut-être que quelqu'un aurait quand même fait une ponction, mais elle était sous AVK à 3,7 d'INR. Alors, bah, un mot du traitement, mais c'est de la cyclovir, il n'y a rien de neuf en fait. Donc, je me demandais, moi, s'il y avait une comparaison directe entre acyclovir et valacyclovir, mais il n'y a pas d'études qui font ça, je pense. Et donc, le premier choix recommandé, ça reste la cyclovir. Et alors, donc, cette dame, je vous l'avais dit, au 10e jour, elle a dû avoir une craniectomie et même une lobectomie partielle du lobe temporal. Et donc, elle n'était pas bien. Et donc, il y a de la littérature là-dessus, même assez récente, qui montre que euh, chez les patients chez qui ça évolue mal, et entre autres qui ont un statut épileptique réfractaire, il y a une place pour cette chirurgie d'exérèse du lobe temporal, ou une partie de la nécrose en tout cas. Voilà. Ok, merci Mathieu. Analyse intéressante et c'est intéressant comme tu l'as fait euh, de revenir sur un dossier dans des situations où le diagnostic a retardé, se poser la question soi-même euh, quant quant aux raisons qui ont fait en sorte que le diagnostic a été retardé. Et c'est comme ça qu'on apprend à n'importe quel âge et avec n'importe quelle expérience dans des situations graves. Maintenant, pour les plus jeunes qui vont être de garde dans les prochains jours, méfiez-vous de l'heuristique d'empreinte. Et donc, toute patiente qui arrive confuse à l'hôpital, ce n'est pas nécessairement une encéphalite herpétique. Dans la probabilité a priori, vous aurez plus de chances de trouver une hyponatrémie sévère qu'une encéphalite herpétique. Donc, méfiance de l'heuristique d'empreinte et ne pas se laisser influencer par quelque chose qu'on vient d'apprendre, même si ça a été exposé de façon brillante, Mathieu. Moi, j'avais une petite question dans ta revue de littérature. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de cas où c'est une primo-infection herpétique ou alors un rappel, un réveil de Ça, je n'ai l'herpès simplex? pas cherché beaucoup. Donc, il y a les trois hypothèses. Je pense que Ouais. c'est un sujet de controverse. Oui, En tout cas, c'est assez rare de voir quelqu'un arriver avec son encéphalite herpétique et l'herpès labial. Et je pense qu'on pense que les différentes situations sont possibles. sont Soit possibles. c'est une primo, et ça passe par le ganglion de Gasser, donc Et ça vient. par la muqueuse orale, puis le ganglion de Gasser. Soit c'est une primo, soit c'est une réactivation. Ouais. Pourquoi je dis que les trois sont possibles? Il y avait un autre truc en fait, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Mais les deux sont Ouais, possibles ouais. apparemment. OK. Et ce qui est curieux, c'est que on ne voit pas plus d'encéphalite herpétique chez les immunosupprimés. OK. Pas d'autres questions, commentaires? Eh bien, merci beaucoup. On avait évoqué l'utilisation éventuellement abusive
D'acyclovir, si on en met à tout le monde qui arrive avec n'importe quel problème. Mais on verra la semaine prochaine que les prescriptions abusives de médicaments anti-infectieux représentent un défi important pour le- la survie de la Terre, on va dire. Pire encore que le Covid, Jean. Et donc, on aura Ivan Latem et Jean pour nous parler des problèmes de la résistance aux antibiotiques, qui est un véritable problème de santé publique mondiale, dont on parle beaucoup d'ailleurs dans toute une série de revues. Et on en aura la synthèse la semaine prochaine. Merci à tous, bon week-end et à jeudi prochain.